Il y avait le roi de pique, l'as de pique, le 9 de pique. Et dans la cartomancie traditionnelle que je pratique absolument plus, c'était un homme âgé et la mort. Je suis prise vraiment d'un grand froid. Le lendemain matin, mon grand-père était mort. Et j'ai dit, tant qu'on ne me prouvera pas que c'est un livre de sagesse sacrée, je n'y retournerai pas. À l'époque, c'était des espèces de caves avec des gens bizarres. C'était presque dangereux d'aller faire ça. Bonjour Marianne Costa, je suis très heureux de t'avoir ici sur ce plateau. Donc Marianne Costa, tu es une grande tarologue reconnue aujourd'hui. Tu as longtemps travaillé notamment avec Alejandro Jodorowsky, avec qui tu as coécrit La Voix du tarot, qui est encore, je pense, une référence pour de nombreux tarologues depuis plus de 2004, ouais, il est sorti en 2004, 2004, ça donc fait un depuis petit plus bail. de 20 ans. Ouais. Entre-temps, tu as écrit aussi d'autres livres de référence, notamment le tarot Pas à Pas, qui est ici avec nous sous forme de coffret, avec un très beau tarot de Maniéné, on en reparlera tout à l'heure. Mais avant, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment t'es arrivé à découvrir le monde du tarot? À quel âge? Qu'est-ce qui t'a amené à te Moi, spécialiser? étant une Française qui a été ado dans les années 80, on jouait au tarot. D'accord. On jouait au tarot avec le tarot nouveau, pas le tarot de Marseille, Donc évidemment. le jeu, vraiment. Pour moi, c'était un jeu à la base. Donc, Ok. quand on s'ennuyait en classe, avec les copains et les copines, à 14 ans, on se distribuait les cartes sous les tables, et puis on chuchotait, et puis on essayait de pas se faire prendre. On faisait des parties. Tu sais, le tarot, ça se joue à 5 personnes. Il faut faire une alliance avec quelqu'un, t'appelles un roi. Donc voilà, à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables. On avait un objet de la même taille qui était le jeu de cartes, et puis on faisait ça. Et puis, un peu comme beaucoup de gens à cette époque-là, il y avait pas, c'était pas une époque New Age comme maintenant où il y a vraiment beaucoup de références. Donc c'était un domaine qui avait quelque chose d'un petit peu presque dangereux à l'époque. Ça allait ensemble avec les marabouts africains qui laissaient des petits papiers dans la boîte aux lettres, avec les histoires de la table d'émeraude. C'était pas très compatible avec la mentalité de l'époque de mon Ça avait une adolescence. connotation un peu négative. Oui, négative ou comme si ça appartenait à une autre culture, vraiment, D'accord. complètement à une autre culture. D'accord. D'ailleurs, la France a quelque chose de réfractaire, bizarrement, par rapport au tarot. C'est-à-dire que je travaille beaucoup plus facilement avec, justement, la Suisse, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec l'Amérique latine. La France a toujours un petit complexe de supériorité, alors que c'est un jeu qui a été produit pendant des siècles en France et avec lequel on jouait à la cour, dans les salons des encyclopédistes, juste avant la Révolution, enfin, tu vois. Et alors, pour moi, il y a une petite anecdote personnelle qui est que ma maman avait en fait une attirance pour ces choses-là. Alors, on s'amusait à tirer le I Ching ensemble, toutes les deux. On avait le I Ching de Wilhelm, tu sais. Et puis alors, un jour, comme elle aimait beaucoup m'employer pour lui faire les ongles, pour la maquiller, etc. Alors, elle a décidé qu'elle allait m'employer pour lui lire les cartes aussi. Ah, d'accord. Alors, j'avais 17 ans, et elle m'a offert un tout petit livre carré que j'ai encore. Une espèce de petite monstruosité merveilleuse, comme il y en a encore aujourd'hui dans les librairies ésotériques. Et c'était un livre pour apprendre à lire les cartes communes. Donc, les cartes à jouer, tu vois. Et je me souviens qu'à l'époque, moi, j'ai toujours eu un goût très fort pour tout ce qui est langage, alphabet, dictionnaire. Voilà, je suis quelqu'un... J'ai commencé mon existence, j'ai parlé très tôt comme petite fille, et j'ai appris à écrire assez facilement. Et donc, cette idée que le sens, l'être, le sens de l'existence, la matière, le tissu des relations entre les uns et les autres, tout ça, ça pouvait être comme résumé dans des signes qui donnent des mots, et que ces mots soient différents pour chaque langue, mais que le ressenti auquel on arrive, ça soit le même. Tu vois il paraît que les Inuits, ils ont, je sais plus, 40 mots pour désigner la neige. Mais même le mot neige, nieve en espagnol, snow en anglais, etc., que des mots avec des consonances si différentes, ça fasse lever cette même mémoire de quelque chose de froid, de scintillant, dans lequel on s'enfonce, qui fait comme ça. Pour moi, c'était magique. Et d'un seul coup, j'ouvre ce petit livre qui était complètement fantaisiste, avec des explications pour lire le 2 de carreau, c'était ceci, le roi de trèfle, c'était cela, tu vois. Mais moi, j'étais une gamine, j'avais 17 ans. Donc, et en fait, je suis transpercée par quelque chose qui était un appel pour tout ce qu'on voit là aujourd'hui, mais à l'époque, je ne savais pas, par cette idée de me dire, mais alors le symbole de la carte a un sens, pique, cœur, carreau, trèfle, ça a un sens. C'est pas juste des images, et les chiffres ont un sens.
Donc je me mets à étudier ce petit livre, je m'invente une lecture à 5 cartes, je ne sais pas pourquoi. Et puis dans cette frénésie-là, je commence à fréquenter les librairies un peu qui étaient c'était sous le manteau. À l'époque, c'était des espèces de caves avec des gens bizarres, des types avec des barbes jusque-là, des vieilles dames très très grosses avec des verrues sur la figure, tu vois. C'était vraiment une époque... c'était presque dangereux d'aller faire ça. Puis il y avait des cristaux, puis tout était un peu mélangé parce que les gens qui faisaient de la magie noire à l'époque, ils n'avaient pas d'autres boutiques que ça. Aujourd'hui, c'est très très distinct. Il y a le tarot et tous les arts divinatoires sont vraiment passés du côté de la santé, de la spiritualité. Mais à l'époque, il y avait des poupées vaudou à côté. Tu vois, à côté. Donc il fallait du courage pour y aller. Et j'ai commencé à m'acheter des tarots. Je me rappelle mon premier tarot. C'est marrant, tu as prononcé le nom Madonier presque comme si tu disais le tarot Madoni. Et mon premier tarot, ça a été un tarot Madoni. C'était un tarot dessiné par une Italienne dans les années 80. Et puis évidemment, je me suis intéressée aussi au tarot de Marseille, ce tarot de Paul Marteau qui est sorti en 1930, mais qui est la référence, qui l'est encore, qui est vraiment le standard de représentation le plus connu, qui a été le plus vendu du tarot de Marseille. Et j'ai commencé vraiment à bricoler, comme font les gamins, tu vois, 18 ans, 19 ans. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de choses à cette époque-là qui, je pense, ont été très formatrices pour moi. J'ai rencontré le fait que, à partir du moment où tu as un paquet de tarot dans la main, alors je n'aurais pas dit ça comme ça à l'époque, mais la vulnérabilité de l'autre, quel que soit son âge et sa situation, s'éveille et que tu deviens en fait sans le vouloir une référence. Donc moi j'étais une gamine, en plus j'étais pas particulièrement équilibrée, je venais d'une famille qui était correcte, il n'y a pas eu de grands abus, mais enfin ils étaient quand même bien... Tu vois. Et puis ma grand-mère que j'adorais était morte quelques années avant, donc c'était un peu le pilier de la famille. Donc j'étais pas du tout ni un petit génie, ni un modèle de sérénité, pas du tout. J'étais l'adolescente névrosée, tu vois. Et j'avais des femmes de 40, 45 ans avec un cancer terminal, avec des problèmes de couple dont je n'avais aucune idée, tu vois. Des problèmes avec leurs enfants qui venaient me demander des lectures. Je ne me faisais pas payer, évidemment. Je vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Et donc je portais ça à l'époque en cherchant de plus en plus dans le langage des cartes. Et si tu veux, à l'époque, on s'appuyait sur les espèces de petits livrets qui venaient avec le jeu. Et Dieu sait que ces livrets, ça pouvait être mais absolument n'importe quoi. Et je me souviens que je cherchais à éviter toutes les condamnations et toutes les interprétations très très négatives. Je sentais, bien sûr que j'étais tentée à cet âge-là par le fait de lire le futur, mais je sentais qu'il fallait quand même que ça reste la possibilité d'une solution. Et puis, pendant 3 ou 4 ans, comme ça, 3 ans, il y a eu une intensification de cette activité, pas vraiment de mon fait, juste parce que, comme tu vois, j'ai un peu la tchatche, donc forcément, quand on a un peu la tchatche, les gens, ils viennent vous demander de leur parler. Je crois que quelqu'un m'a fait mon signe Maya, tu sais, l'astrologie Maya, et il y a longtemps au Mexique, et la personne m'a dit « Les gens comme vous gagnent leur vie en parlant ». J'ai éclaté, je me suis dit « Oui, c'est ça, puro pico », comme on dit en espagnol. Et puis jusqu'au moment où, en plus j'avais des copines, parce qu'on a toujours à cet âge-là une copine qui fait des rêves prémonitoires, une autre copine qui voit les auras, tu vois. Et en fait, maintenant, heureusement, on est beaucoup plus encadré, il y a beaucoup plus de références. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait Ronald Reagan, Jane Fonda qui faisait de l'aérobic. Enfin, tu vois, c'était les années 80, quoi. Les gens qui allaient sniffer des lignes de cocaïne dans les boîtes de nuit parisiennes. Et puis de la très, très bonne musique. On avait de la bien meilleure musique que les gamins d'aujourd'hui. Mais on n'avait pas de réponse à pourquoi parfois je fais un rêve et j'ai l'impression qu'il m'a dit quelque chose d'important, ce qu'on appelle les rêves lumineux aujourd'hui. Les rêves de transmission. On n'avait aucune idée de ce qu'était le tarot, je faisais pas le lien. Pour moi, c'était très mystérieux qu'on appelle tarot le jeu auquel j'avais joué toute mon adolescence. Et puis, c'est tous ces oracles. Je me rappelle, j'avais aussi acheté un oracle de Béline. Alors, dans l'oracle de Béline, tu devais mettre ta photo dedans, limite une goutte de ton sang, tu vois. Ça avait un côté comme ça. Et puis, un beau jour, mon grand-père tombe malade. Et
il a une crise de goutte et puis on l'envoie à l'hôpital. Puis moi, je devais accompagner ma mère dans le sud, voir une de ses amies pour 2 jours. Et puis je vois mon grand-père partir sur un brancard et puis je dis à maman, mais on ne devrait peut-être pas partir. Mais si, ça va aller mieux. Puis je revois encore mon grand-père qui me fait comme ça, on s'adorait. Et puis j'arrive chez l'ami de ma maman à Montpellier. Et puis il y avait un paquet de cartes à jouer, donc je me tire les cartes à jouer, même pas le tarot. Et je me souviens, il y avait le roi de pique, l'as de pique, le 9 de pique. Et dans la cartomancie traditionnelle que je pratique absolument plus. Mais va savoir pourquoi on choisit les cartes, c'était un homme âgé et la mort. Et là, je suis prise vraiment d'un grand froid, tu vois. Et effectivement, le lendemain matin, mon grand-père était mort. À l'époque, s'il y avait eu une Marianne Costa d'aujourd'hui pour me dire « Bah oui, mais on est relié par l'inconscient aux gens qu'on aime. » Et puis Rupert Sheldrake nous a dit qu'il y avait ce qu'on appelle des champs de forme. Alors peut-être que tu connaissais tellement le jeu de cartes que sans le savoir, tu as senti que c'était ces cartes-là et que tu les as prises. Mais alors moi, ça m'a versé un seau d'eau glacée sur la tête. En plus, j'avais promis à mon grand... Enfin bref, j'avais promis des choses à mon grand-père que j'ai pas pu tenir parce que j'avais pas été là, qui n'étaient pas si graves. Je pense que... Mais... Donc, ça a été vraiment un choc très fort. Et un choc au sens positif, comme on en parle dans l'école de M. Gurdjieff, c'est-à-dire quelque chose qui a produit un changement de niveau en moi. Et j'ai pris tous les jeux de cartes que j'avais. Je me souviens, je les ai descendus à la poubelle. J'ai pris le temps d'enlever la photo que j'avais mise dans l'oracle de Béline. Et c'est cristallisé en moi cette phrase qui venait de je ne sais où, peut-être du peu de connaissances générales qu'il y avait disponibles à cette époque. On est en 86, moi je suis née en 66. Et j'ai dit, tant qu'on ne me prouvera pas que c'est un livre de sagesse sacrée, je n'y retournerai pas. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais entendu le nom de Jodorowsky, puisque dans les années 80, Jodorowsky donnait des conférences. Je crois que c'était à l'école des mines à l'époque. Mais alors moi, l'arbre généalogique, à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis Jodorowsky, pour moi, c'était un type qui faisait des bandes dessinées pour garçons avec des bonnes femmes à poil et des vaisseaux spatiaux et tout. C'était pas du tout mon truc, tu vois. Moi, je regardais les films de Godard et les films russes et j'allais voir les rétrospectives de Satyajit Roy au cinéma et puis je lisais Stendhal et puis j'ai essayé 5 fois de lire L'homme sans qualité de Musil. C'était pas du tout mon truc, tu vois. Et donc, à la suite de ça, il y a 10 ans, où je pratique justement le I Ching, puisque c'était ce que j'avais commencé à faire avec ma mère, et où par cette pratique, soit de jeter les pièces, soit de jouer avec les tiges, et puis je commence évidemment j'entame une psychanalyse à 25 ans, qui a duré un certain temps, je commence à pratiquer la méditation zen de base, je rentre toutes ces années-là, tu vois, je rentre dans une pratique quelque chose que vous connaissez sans doute chez Pure Santé, qui est la méthode Feldenkrais, la prise de conscience par le mouvement, avec beaucoup d'enseignants qui arrivaient des États-Unis et qui avaient un background avec le bouddhisme tibétain, avec les arts martiaux, avec justement la méditation zen, avec. Et donc là, je commence à rencontrer assez tôt, en fait, grâce à cette fréquentation des enseignants américains en particulier, parce que aux États-Unis, ce mouvement vers la spiritualité, on va dire universelle, mondiale, il a commencé avant d'arriver en France, en tout cas, à proprement parler. Je crois que les Suisses, vous étiez bien en avance là-dessus. Il y a vraiment une fréquentation de l'invisible sous tous ses aspects, aussi bien psychologiques que spi. Et là, je m'aperçois donc avec cette pratique du I Ching qu'il ne s'agit que d'un art de la présence. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse, ça n'est pas la réponse absolue. Donc je commence à faire ce travail qui est ensuite celui que moi j'ai beaucoup promu dans le tarot, on pourrait dire à la fois de jouer le jeu de ce qu'on appelle le mental, puisqu'il y a une question, puisqu'il y a une préoccupation, puisqu'il y a toujours le désir d'une réponse, puisqu'on regarde des images, on les interprète, on met en regard un chiffre, un nom d'une carte, un champ quand même culturel qu'il y a dans cette carte, un certain nombre une allégorie, donc des symboles qui se mélangent, mais toujours pour, comme il est dit dans ce grand texte de l'hindouisme qu'est le Yoga Vasishta, à un moment donné, il y a cette prière « Ô mental, reconnais ta vraie nature ». Et là, on arrive à tout ce qui serait aujourd'hui, dans la psychologie, le travail sur le storytelling positif, ou chez René Guénon, la théorie de l'imaginal, c'est-à-dire comment est-ce que ce dont est fait le tissu même de notre affectivité, de notre intellect, peut ne pas donner lieu
à un bavardage vain, pas trop en tout cas, peut ne pas céder aux sirènes de la peur, mais comment est-ce que ça peut être au service, comme l'est la poésie d'une certaine manière, et comme le sont beaucoup de pratiques orientées vers la guérison, une parole, une contemplation qui nous tient au plus près possible du présent pour que de ce présent, de la sagesse intrinsèque, de la sagesse de la rencontre, jaillisse quelque chose, un petit élargissement de l'être au monde dans l'instant qui va apporter le début d'une solution qui n'est pas une solution donnée par quelqu'un d'autre, qui n'est pas une solution écrite dans un livre, qui n'est pas un médicament, on n'est pas dans la médecine, mais qui est en fait le contact avec la ressource même. Enfin, c'est à la fois la ressource avec un R majuscule et l'infinie quantité de ressources qu'est la vie, le mouvement de la vie en nous. Tu vois ? Alors c'est peut-être un peu perché ce que je suis en train de te dire, mais pourtant ça s'ancre dans une réalité très profonde. C'est la même chose quand tu dois élever un enfant. Si tu prends le temps d'être avec un bébé ou un enfant de 2 ou 3 ans et de laisser cette présence te débarrasser de tout ce qui en nous est construit de travers, parce que on est construit de travers, c'est ça la vérité, psychologiquement, etc. Et que tu rentres en contact avec cette vérité de l'instant, de l'affection, de l'amour, du respect, de la révérence qui circule entre les êtres. Et puis, cette même force qui fait pousser les plantes, enfin, tu vois, qui fait souffler le vent, etc. Et qui est une force pas seulement terrestre, cosmique, puisqu'on dépend du soleil. S'il n'y a pas de soleil, on est mort. Et puis le soleil lui-même, il dépend de toute une série de lois et d'ordres qui l'unissent à l'impensable immensité du cosmos. Et alors, nous qui sommes tout petits, qui nous croyons si grands, quand on revient à cet endroit-là, par tous les moyens possibles, et entre autres avec la contemplation des cartes d'un jeu, on regardera après pourquoi, alors il y a une réponse qui naît. Et avec le I Ching, c'était très clair, parce que c'est des lignes trouées, des lignes pleines. Des lignes trouées qui peuvent devenir pleines, des lignes pleines qui peuvent devenir trouées. Donc il y a 4 options, tu vois. Soit c'est yin, soit c'est yang, soit c'est yin en train de devenir yang, soit c'est yang en train de devenir yin. C'est très simple. Mais ça parle de cette mutation constante de la réalité. La nuit qui devient le jour, qui devient la nuit, qui devient le jour. Le vieillissement à chaque seconde. Je serai plus vieille en sortant de cette interview qu'au moment où j'y suis entrée. Et à l'intérieur de l'adhésion à cette espèce de mouvement dans le présent du temps en train de s'écouler, il se passe quelque chose. Ce qui fait que à la fin des années, enfin pas à la fin, au milieu des années 90, il y a eu cet autre grand choc européen qui a été la guerre de Bosnie, pour plein de raisons, parce que je faisais du théâtre en compagnie de gens qui étaient de là-bas. Je me suis retrouvée à m'engager comme bénévole pour un projet culturel pendant la guerre à Sarajevo. Donc t'es partie à Sarajevo ? Je suis partie à Sarajevo, je suis partie en Slovénie avant ça. Et donc là, j'ai retrouvé traditionnellement des femmes qui lisaient dans le café, des femmes qui lisaient dans les haricots et des femmes qui lisaient dans les cartes. Et donc je suis rentrée de Bosnie en 97 en me disant, tiens, quand même, il y a quelque chose là. Et comme par hasard, à ce moment-là, une femme en qui j'avais une immense confiance, qui était à la fois metteuse en scène, mais qui m'avait introduite à la méthode Feldenkrais, qui était hypnothérapeute, femme remarquable, qui est malheureusement partie depuis, me dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, il m'a retourné comme un gant, vivait une situation difficile, et il lui avait rendu le goût de vivre. Et Dieu sait que c'était une femme à qui on ne faisait pas facilement perdre le goût de vivre. Il s'appelle Jodorowsky. Je dis non, le mec des bandes dessinées. Elle me dit oui, non, mais vraiment, c'est remarquable ce qu'il fait. Il lit le tarot dans un café. On est en 97, donc Jodo était encore relativement jeune. Il avait genre 66 ans, un truc comme ça, 67. Et c'était un café pourri, d'un coin pourri de Paris. C'était l'époque où tout le monde fumait dans les cafés. Donc c'était enfumé, il y avait du bruit, etc. Et il y avait ce latino-américain avec ses cheveux blancs, là... Dans un coin, toujours avec le même costard noir, la même chemise blanche. Et moi, j'arrive, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Tu vois, la morgue française, bien entendu. Donc, on met du temps à se défaire de ces névroses sociales. Et je me rappelle, j'avais un rhume en plus. Alors, j'arrive, je me penche par-dessus les 4 Pékins, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas énormément de gens Il avait un petit groupe de fidèles, mais c'était encore assez... Après, quand l'ère des blogs et tout ça s'est développé, quelques années plus tard, il est devenu...
C'est devenu un lieu... D'ailleurs, on n'était plus dans ce café-là parce qu'il y avait des gens qui voyageaient exprès d'Italie, d'Espagne pour venir. Oui, ça a coïncidé en fait. Très marrant. 97, c'est le moment où Jodo est en train de finir de restaurer son tarot que tu as là sur la table. De réinventer, je dirais, plutôt que de restaurer. Il aimerait pas que je dise ça, mais bon, c'est pas grave, je suis une grande fille. Et c'est le début de la révolution numérique, vraiment, tu vois. Et dans cette révolution numérique, il y a des gens qui ont commencé à faire des blogs sur tout un tas de choses, dont sur, j'ai été voir Jodorowsky au tarot. Oui, et donc, ce blog, il était en espagnol, puis en italien. Et d'un seul coup, il y avait des visites massives à Paris, mais je te parle de 2 ou 3 ans après ça, tu vois. Mais là, on était encore sur le bord de la fin du XXe siècle, en fait. Tu vois, on n'était pas encore au XXIe siècle. Et donc, je me penche. À l'époque, Alexandro n'avait pas encore fait son tarot à lui, donc il lisait encore avec ce tarot-là qui était celui de Paul Marteau. Il avait ces gestes de mime. Tu vois, il avait beaucoup étudié le mime. Donc, il a beaucoup étudié le mime. Et puis, il était très amoureux des arts du zen, de la cérémonie du thé. Donc, il avait toujours des très beaux gestes de main, très contrôlés. Il faisait très attention. C'était un acteur aussi, un metteur en scène. Donc, il faisait très attention à pas... Et puis, c'est quelqu'un de fougueux, mais c'est pas comme moi, quelqu'un de, tu vois, qui se tape la tête dans les portes et qui risque de donner un coup dans le micro comme ça. Quelqu'un avec une contenance. Beaucoup de feu intérieur, mais une contenance. Et donc, je vois cet homme très élégant, avec cet accent espagnol qui donne une couleur différente à tout et puis qui désintellectualise le côté très français. Oui, alors le tarot, machin. Et je le vois juste, il y avait une personne, je ne savais pas quelle était la question qui avait été posée, je connaissais les cartes. Et donc, il retournait les cartes, tu sais, comme ça, il les retournait comme un livre qu'on lit, puisqu'il a des nombreuses choses que j'ai apprises de lui. C'était vraiment mon maître Racine. Moi, j'ai une gratitude sans limite, en fait, pour cette rencontre et pour tout le travail qu'il a fait. Il retourne la carte, c'était le chariot. Et puis, il tend la main, comme ça. Sur cette carte, il mettait toujours les cartes dans le sens de la personne, pour que la personne les voie. Et il lui dit, le chariot, action dans le monde. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est comme si une sorte de connaissance, tu sais, comme si on m'avait mis un chip, une espèce de... Pourtant, je suis pas très coutumière, je suis pas quelqu'un qui a des visions et tout ça, je suis assez terre à terre comme fille. Mais j'ai eu le sentiment que descendait en moi, de façon concentrée et qui devait encore demander à être déployé, premièrement, la certitude que cet homme savait exactement de quoi il parlait et qu'on pouvait lui faire confiance sur ce sujet-là, alors qu'a priori, j'avais pas du tout confiance dans le personnage, pour beaucoup de raisons, dont certaines étaient d'ailleurs justifiées. Il y a plein de choses avec lesquelles nos tempéraments étaient en désaccord, ou des fois où il a fait certaines choses d'une manière et moi je l'aurais fait très différemment. Mais une confiance radicale dans son approche du tarot. La certitude que c'était là que j'allais pouvoir faire contact avec quelque chose. Et presque, le chariot action dans le monde, dans l'absolu, ça dit... Mais comme si... Bon, moi j'avais quand même... Et après ça s'est révélé, si tu veux, j'ai fait beaucoup de littérature comparée, je viens d'une éducation académique française, donc avec quand même une culture générale très ample, qui remonte du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. J'étais en analyse à l'époque, donc j'avais quand même en moi un certain nombre d'éléments qui me semblaient à moi complètement disparates. J'avais 29-30 ans, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce CV qui ressemble à rien ? Mais qui en fait était exactement ce qu'il fallait pour pouvoir synthétiser certaines choses. Et donc, cette parole, le chariot action dans le monde, c'était aussi comme une sorte de... C'était un langage pédagogique ou un langage d'explication qui parlait au bon endroit. Parce que action dans le monde, c'est une réalité qui ensuite demande encore à être déployée, à être qualifiée, tu vois. Et je me suis dit, ce mec est génial. À l'époque, on pouvait juste faire la queue pour se faire lire le tarot. Donc je m'assois en face de lui dans les derniers, comme ça, le nez qui coulait et tout. Toujours me méfiant du bonhomme. Il avait un côté, tu sais, dans la fable de La Fontaine, Ramin Agrobis, le gros chat qui va manger les souris, comme ça. Je sentais qu'il y avait beaucoup de charisme et possiblement un peu de manipulation. C'est pas trop ma tasse de thé. On a quand même fini par être en couple pendant 9 ans après. Qu'est-ce qu'on s'est engueulé. Bref. Et en même temps, le sentiment aussi de quelqu'un qui exerçait volontairement, mais qui exerçait une bonté très cadrée, tu vois. Il faisait ça gratuitement. Cet homme qui était mondialement connu à l'époque, il sortait de chez lui
par vents et marées, tous les mercredis soirs, pour aller lire les cartes à des gens qui connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, et ensuite faire une conférence où tu avais des fois des gens qui vidaient les centimes de leur poche, ce qui faisait la manche à la fin de la conférence. En fait, il donnait l'argent à une personne dans le besoin, qui était en fait une personne de sa famille, que je ne nommerai pas, mais ça c'est une autre histoire. Mais en fait, si tu veux, c'était un acte de service. Alors, service autodécidé, un service qui était en même temps une manière de mettre, comme ça, bien à sa façon, de mettre un petit clou dans la société française à un endroit où il trouvait qu'il y avait un ingrédient qui manquait, et il avait raison, tu vois. Et donc, je m'assois en face de lui, très enrhumée. J'arrivais tout juste de Bosnie. J'avais fumé beaucoup de cigarettes en Bosnie, parce que dans l'après-guerre en Bosnie, on faisait ça, on fumait 2 paquets de Drina par jour. Et je sentais que j'avais vraiment envie d'arrêter de fumer, que c'était pas possible de m'intoxiquer au tabac comme ça. Ma grand-mère était morte d'un cancer du poumon métastasé, bien des années avant. Tourne les cartes, au milieu, il y avait l'arcane 13. Il me dit, oh là là, il y a quelque chose autour de l'autodestruction, là, faut arrêter, hein. Et puis, je sais pas, un deuil qui a pas été fait, comme ça. Et alors, j'essaye de lui dire ceci, cela. Il me dit, non, mais tu es confuse, reviens la semaine prochaine. Vlan. Et je suis revenue la semaine d'après. La question n'avait plus rien à voir. Entre-temps, j'avais arrêté de fumer. Et puis après, j'ai été à la conférence. Et puis, j'ai été très, très touchée. À l'époque, c'est pareil. On ne parlait pas de multipotentiates, de profils, tu vois, de gens qui... comment ça s'appelle aujourd'hui, les gens qui multitâchent, les gens neuroatypiques, etc. Ça n'existait pas. Donc, si tu étais un peu construit comme ça, ce qui était mon cas, bah, tu avais juste l'impression d'être bizarre et de pas vraiment trouver ta place dans la société. Et lui, il était là, c'est un dojo de karaté qui appartenait à un de ses copains, garde du corps et prof de karaté, encore un personnage hallucinant. Et puis il disait, non mais moi, j'ai fait une bande dessinée le matin, un film l'après-midi, là, il vais aller au Mexique pour rencontrer les chamans, et puis il y a des gens qui me font les interviews, puis j'écris un roman, et puis machin. Il donnait 50... Il disait, oui, ben c'est qu'est-ce que j'y suis, les Français sont complètement idiots, ils veulent qu'on fait une seule chose à la fois. Et là, j'ai dit, non, il faut que je le suive, le gars. Et ça a commencé comme ça. Toute souffrance est un manque de beauté. Toute maladie provient d'un manque de beauté. Guérir, c'est devenir soi-même. La puissance du tarologue qui voit. Non, je vois rien, je fais le traducteur pour toi. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a toujours des fraises.